Monsieur le ministre, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de nombreuses ONG et associations s'inquiètent du poids des lobbies sur les décisions prises par le gouvernement, notamment dans le domaine de l'écologie et de la préservation de la biodiversité. Et je partage cette inquiétude. Une loi sur deux n'est pas appliquée, révèle Le Monde dans un article publié hier. Et l'écologie n'est pas épargnée. Vous accusez un retard dans l'application des lois relatives à la biodiversité et 100% des dispositions non appliquées concernant la loi climat et résilience sont d'origine parlementaire. Est-ce à dire que le gouvernement privilégie ses propres dispositions et freine l'application des dispositions parlementaires, ou est-ce parce que le gouvernement cède trop facilement à ceux qui privilégient le profit au détriment du vivant? Plusieurs exemples me viennent à l'esprit. Le moratoire sur les politiques de l'eau décrété par Sébastien Lecornu sous pression de la FNSEA et de la coordination rurale, moratoire qui bloque la décision du SAGE de la Vilaine qui propose entre autres de réduire l'utilisation de certains pesticides près des aires de captage d'eau potable. Je m'interroge également sur la remise en cause de la nomination d'Anne Neustadt à la tête de l'OFB, compte tenu de l'émotion suscitée par cette décision. Je cite ici Madame Barbu, ministre de la Transition écologique. Notre émotion ne devrait-elle pas davantage se porter sur les agriculteurs et les riverains malades des pesticides que sur les industriels de la FNSEA qui pourraient voir leurs profits se réduire? Ces refus de publication de décrets augmentent la colère de ceux qui défendent la biodiversité, colère légitime face au changement climatique et l'extinction des espèces. Et je m'inquiète d'autant plus lorsque je vois la répression de plus en plus forte du gouvernement à leur égard. Monsieur le ministre, combien de temps le gouvernement va-t-il persister sur cette pente trumpiste en conjuguant régression environnementale et régression des droits humains? Écoutez, votre question traite essentiellement de fond et l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui est d'essayer de vérifier la bonne application des lois et de décrets que vous n'avez pas précisé, mais surtout que je n'avais pas en amont. Et l'exercice qui est le mien à cet instant est un petit peu difficile parce que je voudrais, en toute sincérité, pouvoir vous répondre précisément, mais n'ayant pas les éléments d'information, le ministre des Relations du Parlement que je suis est un peu dénudé face à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous invite à me faire passer des questions précises sur les décrets que vous mettez que vous avez évoqué à l'instant pour que je puisse vous y répondre précisément. Je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune raison que je ne sois pas en mesure de répondre à absolument toutes les questions qui relèvent des décrets qui ne seraient pas appliqués. Encore faut-il que j'ai ces questions avant de venir devant vous. Cet exercice, encore une fois, c'est un plaisir. C'est d'abord un devoir de le faire devant vous, mais encore faut-il que j'ai les questions avant. Donc je suis désolé pour cela, mais je vais quand même répondre à une chose. C'est la différence que vous semblez évoquer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure entre les propositions de loi et projets de loi. Il n'y a aucune différence de traitement, aucune subjectivité entre les deux. Il y a effectivement une anticipation qui est beaucoup plus importante sur les projets de loi parce que nous avons la capacité d'évaluer l'impact de ces textes en amont, ce qui est le cas des projets de loi, ce qui n'est pas le cas des propositions de loi. Et effectivement, l'absence d'anticipation sur les propositions de loi fait que parfois la bonne application de la loi est